Que se passe-t-il lorsqu'une femme, abandonnée à la mort au cœur d'une nature impitoyable, est sauvée non par les siens, mais par l'homme qu'on lui a appris à craindre? Cette histoire de survie, d'honneur et de compassion inattendue remet en question toutes leurs certitudes sur le monde. Mais jusqu'où cette confiance fragile peut-elle les mener sur une terre régie par la loi du plus fort? Dans l'immensité sauvage des Laurentides, en cette année 1878, Céleste Dubois avait toujours été celle qui ne pliait pas. À 26 ans, avec sa chevelure auburn capturant les derniers rayons du soleil et ses yeux reflétant l'infini du ciel boréal, elle avait enduré plus d'épreuves que la plupart des hommes de la région. La ferme de son père se situait à une vingtaine de kilomètres de Saint-Jérôme. C'était un domaine modeste, arraché à la forêt boréale, à la sueur de leur front après le décès de sa mère des années auparavant. « Père, je serai de retour avant le crépuscule », lança Céleste en serrant la sangle de sa jument. « Monsieur Cloutier a un besoin urgent de ces remèdes pour sa femme. » Thomas Dubois hocha la tête, son visage buriné par les hivers rigoureux se plissant d'inquiétude. « Prends la carabine, ma fille. Les tensions avec les tribus du Nord se sont ravivées ces derniers temps. » Céleste lui adressa un sourire rassurant. « Les traités tiennent depuis des mois, et puis je connais ces sentiers mieux que quiconque. » Le voyage vers le village se déroula sans incident, sous un soleil d'après-midi qui écrasait de sa lumière les pistes poussiéreuses. Céleste livra les onguents qu'elle avait préparés à la famille Cloutier, récupéra des vivres au magasin général et s'apprêtait à repartir lorsqu'elle les remarqua. 4 hommes, adossés à l'auberge, l'observaient avec un intérêt prédateur. « Mademoiselle Dubois » l'interpella le plus grand, sa voix pâteuse trahissant l'abus d'eau-de-vie. « Belle journée pour une demoiselle sans chaperon, n'est-ce pas ?» Céleste reconnut immédiatement Gaston le Duc, un bandit notoire dont la bande semait la terreur dans la région. Elle resserra sa prise sur les rênes. « Bonjour, messieurs » répondit-elle sèchement en montant en selle. « Pas si vite. » Le duc s'avança, saisissant la bride de sa monture. « J'ai entendu dire que ton père cachait un joli magot dans cette ferme isolée. Ça ne te dérangerait pas de nous montrer le chemin ? » « Mon père ne possède d'autre richesse que son honneur, » répliqua Céleste, la voix ferme malgré son cœur qui battait la chamade. « Maintenant, lâchez mon cheval. » Le rire qui suivit lui glaça le sang. « Les gars, on dirait qu'on va escorter la dame chez elle. » La suite se déroula avec une rapidité terrifiante. Céleste éperonna sa jument et s'élança au galop, fuyant vers le domaine familial avec les hors-la-loi à ses trousses. Pendant des kilomètres, elle maintint son avance, jusqu'à ce que sa monture trébuche sur une racine dissimulée. La chute projeta Céleste au sol, une douleur fulgurante lui traversant le flanc. Lorsque la bande de Leduc la rattrapa, l'excitation de la chasse avait noirci leurs intentions de fureur. « Fouillez ses sacoches » ordonna Leduc. « Ensuite, on ira rendre visite à son père de toute façon. »« Y a rien ici à part des herbes et des provisions » rapporta l'un des hommes. Le visage de Leduc se tordit de colère. Une perte de temps alors. Sa botte percuta les côtes de Céleste, lui arrachant un cri. « Laissez-la, les loups nettoieront la carcasse. » Le passage à tabac qui suivit laissa Céleste dériver entre conscience et néant. Elle sentit vaguement les hommes lui prendre son cheval, ses vivres et même ses bottes. Puis, ils disparurent, la laissant brisée et ensanglantée dans la pénombre grandissante. Les heures s'écoulèrent. Les étoiles émergèrent dans le vaste ciel canadien, froides et lointaines. Céleste tenta de bouger, mais la douleur paralysait son corps. La réalisation s'abattit sur elle comme le froid de la nuit. Elle allait mourir ici, seule dans la nature sauvage. C'est alors qu'elle l'entendit, le bruit sourd de sabots approchant. Elle essaya d'appeler, mais sa gorge desséchée ne produisit qu'un murmure. À travers ses paupières enflées, elle distingua une silhouette se découpant contre le ciel étoilé. Un cavalier, grand et immobile. La figure mit pied à terre avec une grâce fluide et s'approcha. Céleste se raidit, s'attendant à plus de brutalité, mais ce furent des mains douces qui examinèrent ses blessures. Au clair de lune, elle aperçut le visage de l'étranger, un guerrier algonquin. Son visage portait les marques traditionnelles, ses longs cheveux noirs ornés d'une unique plume d'aigle. Il parla, sa voix grave teintée d'un fort accent. « Des hommes blancs ont fait ça. » Céleste parvint à un faible hochement de tête. Le guerrier resta silencieux un long moment, puis, avec une tendresse surprenante,
Il l'enveloppa dans sa fourrure et la souleva sur son cheval. Elle sentit qu'il montait derrière elle, un bras puissant la sécurisant contre son torse. « Je suis Deux Rivières, dit-il simplement. Je vais te mettre en sécurité. » Alors que la conscience lui échappait, Céleste se demanda si elle avait été sauvée ou si c'était là un chemin détourné vers sa fin. Le battement régulier du cœur du guerrier contre son dos fut son dernier souvenir. La nuit les enveloppa. Céleste sombrait et émergeait tour à tour, tandis que Deux Rivières la transportaient à travers les ténèbres. Le mouvement rythmique du cheval et la présence inébranlable du guerrier la maintenaient ancrée à la vie, malgré la douleur qui irradiait à chaque respiration. « Pourquoi ?» réussit-elle à chuchoter lors d'un moment de lucidité. « Pourquoi m'aider ?» Deux Rivières garda le silence si longtemps que Céleste crut qu'il n'avait pas entendu. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était mesurée, chaque mot choisi avec soin. « Les étoiles m'ont guidé jusqu'à toi. Les mêmes étoiles qui regardaient lorsque des colons ont tué ma femme et ma fille il y a 3 hivers. » Céleste sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec l'air nocturne. « Je suis désolée, murmura-t-elle. »« Je ne cherche pas ta pitié, répondit Deux Rivières. Je cherche seulement à honorer ce qu'elles m'ont appris, que la cruauté ne doit pas trouver réponse dans davantage de cruauté. » Lorsque l'aube se leva sur l'horizon, peignant le ciel de nuances roses et or, Céleste réalisa qu'il ne se dirigeait ni vers Saint-Jérôme, ni vers la ferme de son père. « Où m'emmenez-vous » demanda-t-elle, la voix plus forte malgré ses blessures. « Chez Lune d'Automne. Elle est guérisseuse parmi mon peuple. Tes plaies sont profondes. »« Mon père, » protesta Céleste faiblement, « il va me croire morte. » Deux Rivières ajusta sa prise alors qu'il traversait une pente rocheuse. « D'abord, nous nous assurons que tu ne deviennes pas ce qu'il craint. » Ils arrivèrent à un petit campement niché contre une paroi rocheuse, invisible aux yeux inattentifs. Une femme âgée sortit d'une tente en peau, son visage tracé par la sagesse des années. Elle parla rapidement à Deux Rivières dans leur langue natale, ses yeux évaluant Céleste avec une précision clinique. « Voici Lune d'Automne, » expliqua Deux Rivières en descendant délicatement Céleste du cheval. « Elle dit que ton esprit est fort, mais que ton corps réclame beaucoup de soins. » Les jours suivants passèrent dans un brouillard de douleur et d'odeurs d'herbes médicinales. Les mains douces de Lune d'Automne travaillaient sans relâche, bandant les côtes brisées de Céleste, nettoyant ses plaies et la nourrissant de bouillon au goût de terre et de racines. Deux Rivières allaient et venaient, rapportant du gibier frais et s'asseyant parfois silencieusement près d'elle pendant qu'elle reposait. Au 4e jour, lorsque Céleste fut enfin capable de s'asseoir sans aide, elle retrouva l'usage de la parole. « Je dois faire parvenir un message à mon père, » dit-elle à Deux Rivières, alors qu'il entrait dans la tente. « Il doit être fou d'inquiétude. » Le guerrier hocha la tête. « J'ai observé votre ferme de loin. Des hommes avec des insignes parcourent les terres. Ton père offre une récompense. » Céleste ferma brièvement les yeux. « Les hommes qui ont fait ça, ils sont toujours là-bas. »« La bande de Leduc, » confirma Deux Rivières. « Ils sont connus même parmi mon peuple pour leur cruauté. »« Comment savez-vous que c'était le duc ?» demanda Céleste, surprise. L'expression de Deux Rivières s'assombrit. « Leur chef porte une chaîne de montre en argent qui appartenait autrefois à un chef de mon clan. Ils ont pillé aussi bien les campements blancs que les nôtres. Ils ne respectent aucune frontière. » Céleste repensa à la chaîne en argent qu'elle avait entrevue sur le gilet de Leduc. « Ils vont retourner à notre ferme. Mon père est seul. »« Ton inquiétude est juste, mais ton corps n'est pas encore prêt pour le voyage, » intervint Lune d'Automne en entrant avec un nouveau cataplasme. Son français était accentué mais clair. « Encore 2 jours de guérison, ensuite tu pourras partir. » Ce soir-là, alors que Céleste était assise dehors à regarder le soleil couchant, Deux Rivières la rejoignit. Ils restèrent assis dans un silence complice, jusqu'à ce que Céleste trouve le courage de poser la question qui la tourmentait. « Pourquoi risquez-vous tout pour m'aider ? Votre peuple et le mien, il y a tant de sang entre nous. » Deux Rivières fixa l'horizon. « Avant l'arrivée de l'homme blanc, mon peuple croyait que tous les humains ne formaient qu'une seule tribu sous le même ciel. Cette sagesse a été oubliée par beaucoup, mais pas par tous, pas par moi. » Il se tourna pour la regarder directement. « Ma mère m'a enseigné quelque chose de semblable, » dit doucement Céleste. « Avant de mourir, elle m'a dit de juger les gens par leurs actions et non par ce que les autres disent d'eux.
Ta mère était sage, répondit De Rivière. Comme lune d'automne, elle comprenait que la guérison vient de la vision de la vérité et non de l'attachement aux vieilles blessures. Tout comme lune d'automne, elle comprenait que la guérison naît de la vérité et non de l'attachement aux blessures du passé. À la tombée de la nuit, Céleste se surprit à raconter sa vie à De Rivière. La mort de sa mère, emportée par la fièvre alors qu'elle n'avait que 16 ans. Les luttes incessantes qu'elle et son père avaient menées pour conserver leur modeste domaine. Elle lui parla de sa connaissance des herbes médicinales, un savoir transmis par une vieille sage-femme métisse qui avait autrefois travaillé pour eux. En retour, De Rivière partagea les récits de son peuple, leurs traditions, leurs croyances, et l'histoire de la femme et de la fille qu'ils avaient perdues lors d'un raid de colons. Il expliqua sa décision difficile, marcher sur le sentier de la paix malgré le poids de son deuil. « Demain, dit-il alors que le feu s'amenuisait, je t'apprendrai à manier l'arc. Si les hommes de Leduc reviennent, tu ne dois pas être sans défense. » Céleste le regarda avec surprise. « Vous m'enseigneriez vos méthodes de combat ?» Le visage de De Rivière demeura grave. « Je t'enseignerai à survivre. C'est ce que nous devons faire tous les deux maintenant. Survivre et honorer la mémoire de ceux que nous avons perdus en vivant comme ils le souhaiteraient. » Lorsque Céleste retourna sous la tente cette nuit-là, elle réalisa que quelque chose avait changé en elle. La frontière entre son monde et celui de cet homme lui sembla soudain arbitraire, une ligne tracée dans le sable que la simple vérité de la compassion humaine pouvait effacer. Elle s'endormit en écoutant le chant doux de lune d'automne, une berceuse ancienne qui n'avait besoin d'aucune traduction pour transmettre son message d'espoir sous le vaste ciel étoilé des Laurentides. Le soleil matinal étirait de longues ombres à travers le campement lorsque De Rivière lui montra la manière correcte de tenir l'arc en bois d'if. Malgré ses côtes encore douloureuses, Céleste était déterminée à maîtriser cette arme inconnue. « Tes bras sont forts grâce au travail de la ferme », observa De Rivière alors qu'elle tendait la corde avec une fermeté surprenante. « Mais ton esprit lutte encore contre la douleur. Laisse-la te traverser. Reconnais-la, puis libère-la avec la flèche. » Céleste prit une profonde inspiration, grimaçant légèrement sous la pression. Elle fixa un arbre au loin, expira lentement et lâcha la corde. La flèche vola droit, se plantant dans le tronc à quelques centimètres de la marque indiquée par le guerrier. « T'as mal pour une fille de colon », commenta lune d'automne depuis l'endroit où elle broyait des racines, son visage ridé s'animant d'un rare sourire. « Encore », ordonna De Rivière. « Cette fois, ressens le lien entre ton œil, ta main et ta cible. Ce ne sont pas des choses distinctes. » À la mi-journée, le carquois de Céleste s'était vidé une 12aine de fois. Ses muscles la brûlaient, mais une satisfaction grandissante l'envahissait à mesure que ses tirs gagnaient en précision. Alors qu'il faisait une pause pour partager un simple ragoût de lièvre, Céleste remarqua que De Rivière scrutait l'horizon avec une intensité qui l'inquiéta. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle. « De la poussière » répondit-il simplement. « Des cavaliers venant de la direction de Saint-Jérôme, de nombreux chevaux. » Le cœur de Céleste s'emballa. « Mon père !» De Rivière secoua la tête. « Ils sont trop nombreux. Une patrouille de recherche peut-être. Ou bien... » Il laissa l'alternative en suspens. « Le duc » murmura Céleste, sa main se portant instinctivement vers l'arc posé à ses côtés. « Rassemble seulement le nécessaire » dit De Rivière en se levant avec fluidité. « Nous partons dans 5 minutes. » Lune d'automne rangeait déjà ses remèdes dans une poche en peau de daim. « Les esprits m'ont averti cette nuit » dit-elle d'un ton factuel. « Je me suis préparé. » Ils se déplacèrent avec une efficacité rodée, chargeant le strict minimum sur le cheval de De Rivière et sur le petit poney qui appartenait à la vieille femme. En quelques minutes, ils s'enfonçaient plus profondément dans le terrain accidenté qui bordait le campement. « Où allons-nous » demanda Céleste alors qu'ils se frayaient un chemin à travers un ravin étroit. « Il existe un endroit où la roche forme des grottes naturelles » expliqua De Rivière. « Mon peuple les utilise depuis des générations pour échapper à ses ennemis. »« Mais ils pourraient nous pister » argua Céleste. « Je ne veux pas attirer le danger sur vous deux. » De Rivière lui jeta un regard par-dessus son épaule, une lueur d'amusement dans ses yeux sombres. « Penses-tu que je laisserai des traces qu'ils puissent suivre ? La roche dissimulera notre passage, et l'orage qui vient lavera tout signe de notre présence. » Céleste leva les yeux, remarquant pour la première fois les nuages noirs qui s'amoncelaient à l'ouest.
La tempête, approuva Lune d'automne. Une grosse tempête. Un bon présage pour nous, un mauvais pour ceux qui chassent. Ils voyagèrent pendant des heures, empruntant des sentiers qui semblaient disparaître dans la roche solide, revenant parfois sur leurs pas et marchant même dans le lit d'un ruisseau peu profond sur près d'1 kilomètre. Lorsqu'ils atteignirent les grottes, les premières gouttes de pluie lourde commençaient à tomber. L'entrée de la caverne était dissimulée derrière un bosquet de genévriers, à peine assez large pour laisser passer les chevaux. À l'intérieur, elle s'ouvrait sur une série de chambres interconnectées, fraîches et sèches malgré la fureur grandissante de l'orage au dehors. « Nous sommes en sécurité ici », dit Deux-Rivières en aidant Céleste à descendre de cheval. Même s'il trouvait l'entrée, il serait fou de s'y aventurer. Ces grottes sont un labyrinthe pour ceux qui ne les connaissent pas. Tandis qu'il s'installait, allumant un petit feu dans une chambre où la fumée pouvait s'échapper par des failles naturelles, Céleste ressentit un mélange étrange de peur et de paix. Elle était désormais une fugitive, traquée par la bande de Leduc, séparée de son père, dépendante de gens qu'on lui avait appris à craindre toute sa vie. Pourtant, il y avait aussi une clarté dans sa situation, un dépouillement des prétentions et des barrières sociales qui révélait une vérité plus simple. Ils étaient 3 humains, unis par leur désir de survivre et de se protéger mutuellement. « Parle-moi de ton père », demanda Deux-Rivières alors qu'ils partageaient un repas de viande séchée et de baies sauvages. « Quel genre d'homme est-il » Céleste sourit, le souvenir du visage buriné de Thomas Dubois lui apportant à la fois réconfort et inquiétude. Têtu comme une mule et 2 fois plus loyal. Il est venu ici après les troubles de 1837, ne voulant rien d'autre que la paix et un endroit pour construire quelque chose de durable. Un guerrier qui cherche la paix ? Lune d'automne hocha la tête avec approbation. Comme mon petit-fils. Céleste regarda Deux-Rivières avec surprise. Vous êtes son petit-fils ? Par le sang ? Non, répondit-il, par choix et par les liens qui comptent plus que le sang. Oui, mon petit-fils de cœur, clarifia Lune d'automne. Sa mère était ma plus chère amie. Lorsqu'elle est morte en le mettant au monde, je l'ai élevé comme le mien. Cette révélation changea quelque chose dans la compréhension de Céleste. Ces gens qu'on l'avait élevé à voir comme fondamentalement différents avaient des liens familiaux, des adoptions, de l'amour et de la loyauté, tout comme son propre peuple. « Que feras-tu » demanda Deux-Rivières. « Quand tu retourneras dans ton monde, leur diras-tu qu'un sauvage t'a sauvé ?» La question resta suspendue dans l'air, lourde de conséquences. Céleste réfléchit soigneusement avant de répondre. « Je dirai la vérité, » affirma-t-elle enfin. « Tout. Comment des hommes de ma propre espèce m'ont laissée pour morte, et comment tu as choisi la miséricorde alors que tu avais toutes les raisons de ne pas le faire. Qu'ils écoutent ou non, la vérité mérite d'être dite. » Deux-Rivières soutint son regard un long moment, puis hocha la tête une fois. La vérité est un remède puissant, parfois amer, mais nécessaire à la guérison. À la nuit tombée, alors que la tempête faisait rage à l'extérieur, Céleste en apprit davantage sur la culture de ses hôtes auprès de Lune d'automne, leur croyance sur les étoiles, leur respect pour le monde naturel, leur structure sociale complexe qui équilibrait liberté individuelle et responsabilité commune. En retour, Céleste partagea des histoires de sa vie à Montréal avant leur venue dans le Nord, parlant des livres, des écoles et des changements technologiques qui balayaient les villes. « Ton monde bouge très vite », observa Lune d'automne, toujours à se précipiter vers demain sans honorer aujourd'hui. C'est peut-être pour cela que je me suis toujours senti plus chez moi ici, dans les bois, admit Céleste. La vie est plus dure, mais d'une certaine manière, plus réelle. Alors qu'il se préparait à dormir, Deux-Rivières annonça son plan pour le lendemain. « Je vais explorer la zone à l'aube. Si c'est sûr, nous retournerons à mon camp, rassemblerons plus de vivres et je te ramènerai à la ferme de ton père. » « Et si ce n'est pas sûr ?» demanda Céleste. L'expression de Deux-Rivières était sombre. « Alors nous nous préparerons au combat. Les hommes de Leduc ne sont pas le seul danger sur ces terres. » Céleste sentit un frisson à ces mots. Elle était devenue un pont entre 2 mondes, sans appartenir vraiment à aucun, vulnérable à tous. « Dors maintenant », conseilla Lune d'automne, voyant en inquiétude dans les yeux de la jeune femme. « Les soucis de demain viendront, que tu les accueilles reposés ou épuisés. » Tandis que Céleste étendait sa couverture près du feu mourant, elle réalisa avec une clarté soudaine que, quoi qu'il arrive ensuite,
Elle ne pourrait jamais redevenir la personne qu'elle avait été. La femme qui avait chevauché avec insouciance vers le village quelques jours plus tôt n'existait plus. À sa place se trouvait quelqu'un de nouveau, façonné par la douleur et le sauvetage, par les frontières culturelles franchies et par la découverte simple et profonde que l'humanité transcendait les divisions artificielles de la race et de la tribu. Sur cette pensée, elle ferma les yeux et s'abandonna au sommeil, bercée par le bruit de l'orage et la douce prière de Deux-Rivières. L'aube se leva avec le silence feutré qui suit une tempête puissante. Deux-Rivières partit en éclaireur tandis que Céleste aidait Lune d'automne à préparer une infusion d'herbe pour continuer à soigner ses blessures. « Ton corps se répare vite », observa la vieille guérisseuse, ses yeux perçants notant l'aisance retrouvée dans les mouvements de Céleste. « Ton esprit est fort. »« Grâce à votre médecine, » répondit Céleste en sirotant le breuvage amer. Lune d'automne secoua la tête. « La médecine n'aide que ceux qui souhaitent guérir. Certains choisissent de s'accrocher à leurs plaies. » Avant que Céleste ne puisse répondre, Deux-Rivières revint, le visage grave. Les hommes de Leduc ont campé à 8 kilomètres à l'est pendant la tempête. Ils se sont séparés en 2 groupes. L'un continue de fouiller cette zone, l'autre chevauche vers la ferme de ton père. Céleste posa sa tasse, la main tremblante. « Combien vont à la ferme ?»« 3 hommes, y compris Leduc lui-même. »« Nous devons prévenir mon père, » dit Céleste, saisissant déjà l'arc qu'on lui avait prêté. Deux-Rivières hocha la tête. « Oui, mais nous devons être prudents. » L'autre groupe, 4 hommes, fouille ces collines avec un pisteur venu du village. « Un pisteur qui connaît ces terres ?» demanda vivement Lune d'automne. « Un vieux trappeur, Antoine Boucher. Il lit le sol comme un livre ouvert. » Céleste se souvenait de Boucher, un homme solitaire qui travaillait parfois pour les autorités. Si c'est Boucher, ce n'est pas un mauvais homme. Il est peut-être forcé de les aider. Bon ou mauvais, cela n'a pas d'importance s'il les mène à nous, répondit Deux-Rivières avec pragmatisme. Nous prendrons le sentier caché par les gorges du Tonnerre. C'est plus long, mais plus sûr. Ils levèrent le camp avec célérité, effaçant toute trace de leur passage dans la grotte. Des chevaux, reposés après la nuit, avançaient avec une détermination silencieuse, tandis que Deux-Rivières les guidait à travers un dédale de cols étroits et de lits de rivières asséchées. À la mi-journée, ils avaient couvert une distance considérable, le paysage changeant progressivement des hautes terres rocailleuses aux étendues de broussailles et d'épicéas qui marquaient l'approche des terres colonisées. « La ferme de ton père se trouve juste derrière cette crête », indiqua Deux-Rivières en pointant une ligne de collines au loin. « Nous devrions l'atteindre au coucher du soleil si nous pressons le pas. » Céleste hocha la tête, la détermination gravée sur ses traits. « Le duc s'attendra à ce que la ferme ne soit défendue que par mon père. Il ne nous verra pas venir. »« Ni ceci, » ajouta Lune d'automne, sortant de sa sacoche un petit paquet enveloppé de peau de daim. Elle le déballa pour révéler un vieux revolver d'ordonnance, pris autrefois à un soldat qui n'en avait plus l'usage. « Il reste 6 balles. » Céleste accepta l'arme, vérifiant le barillet avec des gestes d'habitué. Son père lui avait appris à tirer des années auparavant, convaincu qu'une femme seule sur ces terres sauvages devait posséder de telles compétences. « Merci, » dit-elle simplement. Tandis qu'ils poursuivaient leur voyage, Céleste se surprit à observer Deux-Rivières, la fluidité de ses mouvements, sa conscience constante de leur environnement, cette dignité tranquille qui semblait faire partie de lui autant que sa force physique. Elle réalisa avec un sursaut qu'elle en était venue à lui faire une confiance absolue. Cet homme qui, selon toutes les lois de la frontière, aurait dû être son ennemi mortel. « Que feras-tu après tout ça ?» demanda-t-elle alors qu'il s'arrêtait pour faire souffler les chevaux. « L'armée traque ton peuple. Rejoindras-tu les réserves ?» Le visage de Deux-Rivières se durcit. « Les réserves sont des lieux de mort lente. Mon peuple n'a pas été créé pour être parqué comme du bétail. » Il resta silencieux un instant avant de poursuivre. « Il existe encore des clans libres dans les territoires de l'Ouest. Peut-être les trouverai-je. »« Et vous, grand-mère ?» demanda doucement Céleste. Lune d'automne répondit pour elle-même. « Je suis trop vieille pour les longs périples. La mission de Saint-Eustache a une place pour moi. Certains des frères là-bas respectent nos méthodes de guérison et apprennent d'elles. » Le soleil entamait sa descente vers l'ouest lorsqu'ils approchèrent enfin de la ferme des Dubois. Depuis leur point d'observation sur un petit monticule, ils pouvaient voir la maison modeste, la grange et l'enclos.
De la fumée s'élevait de la cheminée, et Céleste ressentit une vague d'espoir à ce signe de vie. 3 chevaux à la tâche, observa De Rivière, ses yeux perçants se plissant. Et le chariot de mon père n'est pas là? Céleste sentit son sang se glacer. Ils sont déjà arrivés, et père doit être parti vérifier le troupeau. De Rivière étudia la situation, son expression indéchiffrable. Nous approchons par l'arrière. Il y a un couvert végétal dans le lit du ruisseau qui court derrière la maison. Ils laissèrent les chevaux dissimulés dans un bosquet de peupliers et progressèrent à pied, utilisant les berges du ruisseau comme protection. À mesure qu'ils se rapprochaient, ils purent entendre des voix, des rires gras d'hommes, le bruit de verres brisés et de meubles renversés. « Ils sont en train de mettre la maison à sac », chuchota Céleste, sa prise se resserrant sur la crosse du revolver. 3 hommes, confirma De Rivière après une évaluation minutieuse. 2 à l'intérieur, un qui monte la garde sous le porche. Je peux m'occuper de celui sur le porche avec l'arc. Céleste soupira, s'étonnant elle-même de sa détermination calme. De Rivière lui jeta un regard où le respect était évident. Et je me chargerai des 2 à l'intérieur. L'une d'Automne restera ici pour couvrir notre retraite si nécessaire. La vieille femme hocha la tête, préparant déjà un petit nécessaire de soins, le visage fermé, prête à affronter ce qui pourrait arriver. Une fois le plan établi, ils bougèrent avec rapidité. Céleste se positionna derrière le tas de bois en bordure de la cour, encocha une flèche et prit une profonde inspiration pour se stabiliser. Le garde sur le porche était le plus jeune des hommes de main de Leduc, un garçon à peine sorti de l'adolescence, nommé Gervais, qui avait une réputation de cruauté malgré sa jeunesse. Elle tendit la corde, sentant la tension désormais familière dans ses épaules, se concentrant comme De Rivière le lui avait enseigné. La flèche fendit l'air, frappant Gervais à l'épaule et l'envoyant valdinguer du porche avec un cri de douleur et de surprise. De Rivière bougea instantanément, une ombre fluide traversant la cour pour s'engouffrer dans la maison. Céleste entendit des cris, un coup de feu, le fracas de meubles brisés, puis le silence. Le cœur battant, elle s'approcha de la bâtisse, le revolver braqué. À l'intérieur, elle trouva De Rivière debout au-dessus des formes inconscientes de Leduc et de son dernier acolyte. Un mince filet de sang coulait d'une écorchure sur le bras du guerrier, mais il semblait par ailleurs indemne. « Tu ne les as pas tués », observa Céleste en inspectant la scène. « La mort est facile », répondit De Rivière. « La justice est plus difficile. » Il commença à ligoter les hors-la-loi avec la corde de sa ceinture. « Ton père voudra avoir la satisfaction de les voir faire face à la loi. » Comme invoqués par ces paroles, ils entendirent le bruit d'un chariot approchant. Céleste se précipita à la fenêtre et sentit le soulagement l'envahir à la vue de son père conduisant l'attelage, sa carabine sur les genoux. « Père !» appela-t-elle en sortant sur le porche. Thomas Dubois faillit tomber du chariot dans sa hâte et son choc. « Céleste, mon Dieu, ma fille, je te croyais morte. » Il l'étreignit avec une force désespérée, puis la tint à bout de bras, examinant ses ecchymoses en voie de guérison et ses vêtements d'emprunt. Son regard glissa au-delà d'elle pour se poser sur De Rivière qui sortaient de la maison, et son expression s'assombrit de confusion. « Père, voici De Rivière, » dit fermement Céleste en s'interposant. « Il m'a sauvé la vie quand la bande de Leduc m'a laissée pour morte, et il vient de m'aider à capturer les hommes qui ont fait ça. » Thomas Dubois regarda alternativement sa fille et le guerrier. Des décennies de préjugés frontaliers luttaient contre l'évidence qui se tenait devant ses yeux. « Vous avez sauvé ma fille ?» demanda-t-il finalement, la voix rauque d'émotion. De Rivière hocha la tête une fois. « Elle a un esprit fort, ce n'était pas son heure. » Le vieil homme sembla lutter avec lui-même avant de tendre la main. « Alors je vous dois une dette que je ne pourrai jamais rembourser. » De Rivière serra brièvement la main tendue. Il n'y a pas de dette entre ceux qui choisissent de se voir comme des humains avant tout. Alors que le soleil se couchait sur les plaines, un groupe improbable se rassembla autour de la table de cuisine des Dubois. Un fermier, sa fille, un guerrier autochtone et une vieille guérisseuse. Dehors, les bandits ligotés attendaient l'arrivée du shérif, et au-delà, un avenir incertain se dessinait pour eux tous. « Vous serez toujours le bienvenu ici, » disait Thomas à De Rivière. « Si jamais vous avez besoin d'un abri ou de travail, aucune question ne sera posée. »
De Rivière hocha la tête en remerciement. L'armée se rapproche chaque jour un peu plus des terres de mon peuple. Peut-être qu'un jour j'accepterai votre offre. Céleste, observant l'échange, ressentit un profond sentiment de fin et de commencement. L'attaque avait failli lui coûter la vie, mais en y survivant, elle avait gagné quelque chose d'inattendu, un pont entre les mondes, une chance de créer de la compréhension là où il n'y avait eu que peur et haine. L'histoire de ce qui s'est passé ici, dit-elle doucement, de la façon dont un guerrier a choisi la clémence quand il a trouvé une femme blanche laissée pour morte, cette histoire doit être racontée. Lune d'automne sourit, ses yeux anciens brillant d'approbation. Les histoires sont une médecine puissante. Elles peuvent empoisonner les esprits ou guérir les cœurs, selon qui les raconte et pourquoi. Alors que la nuit s'installait sur la ferme, Céleste réalisa que le voyage à venir ne serait pas facile. La frontière changeait. Les anciennes manières, tant celles des colons que celles des tribus, étaient transformées par des forces qui dépassaient le contrôle de tout individu. Mais en cet instant, autour de cette table, une petite victoire pour l'humanité avait été remportée. La reconnaissance que la compassion pouvait transcender les frontières artificielles de la race et de la culture. À la survie, dit-elle en levant sa tasse pour porter un toast. Et à ce qui vient après la survie, ajouta De Rivière, croisant son regard avec une intensité tranquille. Le voyage plus difficile de vivre avec la vérité. Thomas Dubois les regarda tour à tour, sentant le changement profond chez sa fille, et peut-être, espérait Céleste, sentant le début d'un changement en lui-même. « À la vérité alors, dit-il en se joignant au toast, aussi difficile soit-elle. » Dehors, les étoiles émergeaient une à une. Les mêmes étoiles qui avaient été témoins du calvaire et du sauvetage de Céleste, les mêmes qui continueraient de briller bien après que toutes leurs histoires fussent terminées, témoins impartiaux de la capacité de l'humanité à la fois pour la cruauté et pour la rédemption sur la terre sauvage du Nouveau Monde.